Bonjour et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission consacrée aux mémoires de Mathieu Ricard. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avions parlé de votre expérience auprès de vos maîtres. Oui. Cette fois-ci, nous allons parler un petit peu de votre parcours qui vous a fait faire un bon nombre d'activités. Et notamment, ici, vous y étiez il y a 30 ans pour une activité bien particulière. Oui, c'était un événement probablement le plus grand rassemblement en Dordogne, de l'histoire de la Dordogne. Ça s'appelait le Dalai Lama, en 1991, donc, a enseigné pendant 10 jours. Et le 10e jour, c'était le jour de la paix, il y avait 10 000 personnes. Et c'est aussi la première fois que je lui ai servi d'interprète pour un long enseignement. Ça s'est fait un peu sans préparation. La veille, il a dit, c'est toi qui te traduis. Et donc, voilà, j'étais un peu sur les charbons ardents, mais ça s'est pas trop mal passé. Voilà, un champ rempli de souvenirs ici, en Dordogne, non loin de la vallée de la Vézère. Bonjour Mathieu Ricard. Bonjour. Alors avec tout ce que l'on découvre dans votre livre, il sera difficile de vous présenter en quelques secondes, mais on peut dire quand même que si vous êtes moine tibétain, vous ne passez pas votre temps tout seul en ermitage pendant des jours et des jours, car vous êtes moine itinérant de tâche en tâche, vous êtes interprète du Dalai Lama, vous avez été traducteur, vous êtes auteur, vous êtes photographe, puis vous êtes engagé aussi dans une action humanitaire et dans plus de 350 000 personnes en Inde, au Népal et également au Bhoutan. Donc c'est une expérience immense, une vie très très riche que vous racontez dans vos mémoires. Vous avez commencé en parallèle de votre vie de moine à imprimer. En quoi ça a consisté ? Oui, effectivement, pendant ces 7 ans où j'ai vécu à Darjeeling, le fils aîné de Kangyu Rinpoche, Pema Wangyal Rinpoche, m'a demandé d'aller imprimer un ensemble de 18 volumes de textes très précieux, les trésors redécouverts d'un grand maître qui s'appelait Ratna Lingpa du XVe siècle, dont son père était le principal détenteur. Donc je suis parti à Delhi, un peu dans l'inconnu, pour imprimer 18 volumes. Donc je me retrouvais dans des quartiers musulmans, à travailler sur des négatifs, sur des plaques en zinc, dans la chaleur. C'était très dépaysant. Et finalement, j'ai fait 4 séjours à Delhi, de plusieurs mois chacun, pour imprimer environ 50 volumes pour le compte de mon monastère, Ogyen Kosan Chokorling. Plus tard, lorsque je suis devenu donc, disciple de Dilgo Khyentse Rinpoche, j'ai poursuivi cela. Et pour vous donner un exemple, récemment, une équipe avec un très grand érudit, pendant 13 ans, nous avons œuvré pour réimprimer, d'abord saisir sur ordinateur, ce qui n'était pas le cas dans les premières années, et puis réimprimer une collection de 72 volumes de toute une anthologie des trésors spirituels du Tibet. Et donc, c'était 13 ans de travail acharné. Donc, j'étais en charge de tout cela. Et en tout, j'ai dû m'occuper de la réimpression d'environ 200 volumes de textes très rares. Et c'était d'ailleurs sous l'égide des plus grands tibétologues du XXe siècle, Gene Smith, qui dirigeait la librairie du Congrès en Inde. Et la librairie achetait une vingtaine de volumes à tous les Tibétains qui venaient imprimer ces textes très rares, ce qui permettait de subventionner l'impression de 300 ou 400 ou 500 exemplaires de tous ces textes. Donc à lui tout seul, il a permis de sauvegarder près de 10 000 volumes de textes tibétains, un travail extraordinaire. Voilà, donc j'ai participé à cela, modestement. Beaucoup de monastères venaient aussi à Delhi. Il y avait toute une équipe de gens qui imprimaient les textes. C'était dans des conditions très précaires. Quelles conditions, justement, vous les racontez un petit peu dans votre livre. Voilà. Donc c'était dans des vieux quartiers de Delhi. Avec une chaleur intense, pas de climatisation. Donc parfois, en touchant les films, si le ventilateur qui était devant nous s'arrêtait, il fallait se reculer pour pas que la sueur tombe sur le film. C'était un peu le Far West de l'imprimerie. Alors une autre facette qu'on découvre aussi de votre livre, c'est votre travail immense de traduction et d'interprète. Alors au début, j'ai mis longtemps à apprendre le tibétain parce que Kangyu Rinpoche m'avait dit tout ça c'est très intéressant, mais il faut d'abord se consacrer à la pratique. Et puis un jour, il m'a dit tu devrais maintenant commencer à étudier parce que tu pourras clarifier beaucoup d'aspects des enseignements et de ta pratique. Donc j'ai commencé à apprendre le tibétain. En apprenant, j'ai découvert des textes absolument merveilleux. Donc j'ai eu le désir de les traduire, naturellement. Donc j'ai commencé petit à petit. Et de fil en aiguille, j'ai traduit une dizaine de volumes. Et j'avais la chance donc de vivre là-bas, ce qui fait que quand j'avais des questions, il y avait toujours un érudit
particulier qui pouvait répondre à mes questions. Il y a un texte notamment, La vie de Chapkar, où j'ai passé 10 ans à essayer de la traduire, à faire des notes, à faire des recherches. Il y a un autre, La vie de Patrul Rinpoche, le vagabond de l'éveil. Sur 30 ans, j'ai recueilli une centaine d'histoires de la tradition orale que j'ai insérées dans la traduction d'une biographie écrite. J'ai visité les lieux où il avait vécu, j'ai rencontré les descendants de sa famille, et donc tout un travail de longue haleine et qui m'a permis de traduire tous ces textes. Et alors aussi l'interprétariat, Voilà. c'est-à-dire ce qui est très différent de la traduction écrite, où j'ai eu donc interprété pour Diego Khyentse Rinpoche, j'étais un de ses interprètes. Et là, c'était un différent défi, puisque Khyentse Rinpoche parfois enseignait pendant une demi-heure, sans s'arrêter. À l'époque, quand j'étais jeune, j'avais un cerveau qui fonctionnait encore. Et donc, il parlait une demi-heure, et moi, je traduisais pendant 40 minutes. Et donc, c'était évidemment... Et alors là, il faut se mettre dans un état de parfaite disponibilité. On écoute avec une attention parfaite. Ce que le maître enseigne, et aussi il y a une part de bénédiction de pouvoir se rappeler tout ça, s'imprègne dans votre esprit, et ensuite, vous le restituez. De la même façon, pour sa sainteté, le Dalai Lama, il lui arrive très souvent d'enseigner pendant 10 minutes des sujets parfois très complexes. Puis à un moment donné, je dis « Oh, il faut traduire ». Il se tourne vers moi, tout le monde rigole dans la salle, mais sauf moi. Et donc, il faut restituer ça de la même façon. Se rappeler bien, moi je ne prenais pas de notes à l'époque, mais il faut se rappeler l'ordre, le début, et puis tous les points principaux. Et si on oublie le début, on se retrouve comme un idiot parce qu'on ne sait pas par où commencer. Il y a un moment de silence parfois. Et donc, j'ai servi d'interprète pour Dalma pendant 20 ans. J'ai servi d'interprète à Diego Khyentse Rinpoche toute sa vie. Pema Wangyal Rinpoche aussi, interprété pour lui, beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Et plus récemment, pendant 23 ans, j'ai servi d'interprète à un grand érudit qui s'appelle Khenchen Pema Sherab, qui enseigne ici en Dordogne pendant 20 jours tous les ans. Et c'est grâce à ces enseignements aussi que nombre de traducteurs de Padmakara ont pu traduire de façon si extraordinaire tous ces textes fondamentaux. Donc, être traducteur et interprète, c'est une vocation à la fois de transmettre ces textes, de prêter sa voix à des grands maîtres. Et c'était un privilège d'avoir pu faire tout ça. Alors, vous êtes aussi été archiviste. Vous avez contribué à sauvegarder par vos photos tout un patrimoine du bouddhisme tibétain. Alors, lorsque Khyentse Rinpoche, notamment, a fait son premier voyage au Tibet en 1985, après tant de ans d'exil, contrairement à son habitude, il m'a dit « Prends beaucoup de films ». Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis rendu compte qu'une fois arrivé dans l'est du Tibet, il a demandé à tous les monastères, quand il est rentré, c'était comme si le soleil se levait de nouveau sur l'est du Tibet. Ils n'avaient pas vu un grand maître depuis 30 ans. Il a fait venir toutes les miniatures, les peintures sur soie, les statues qui avaient été cachées, préservées de la destruction à la suite de la révolution culturelle. Et j'ai photographié. Et le premier voyage, nous sommes restés 3 mois, j'ai photographié 12 000 documents. Et puis j'ai continué pendant 30 ans. Et aujourd'hui, j'ai des archives de 40 000 images sur ce qu'on appelle les tankas, les peintures sur étoffes, les statues, les fresques, les miniatures, les textes parfois anciens qui sont à disposition. Une bonne partie a été mise sur le site qui s'appelle himalayanart.org. Et aussi, j'ai enregistré avec un vieux magnétophone. On me dit, qu'est-ce que tu as toujours avec ton magnétophone? Près de 375 heures d'enseignement de Diego Khyentse Rinpoche. Et grâce à ça, aujourd'hui, je continue à transcrire en écoutant ses enseignements. Il avait un dialecte de l'Est du Tibet, dont j'ai la chance de pouvoir comprendre pour avoir passé de nombreuses années auprès de lui. Donc aujourd'hui encore, il y a tout un trésor, une mine d'enseignements que nous allons traduire petit à petit et publier pour le bien de tous ceux qui les liront. Oui, vous contribuez vraiment à conserver ce patrimoine à la fois oral, iconographique, écrit du bouddhisme tibétain. C'est presque un devoir pour, si vous voulez, remplir une toute petite partie de la vision de ces grands maîtres qui ne souhaitaient qu'une chose, c'est que l'enseignement du Bouddha, le Dharma, dans toutes ses facettes et toute sa profondeur et son immensité, soit préservé le mieux possible de manière vivante. Pour ça, les textes sont importants, l'iconographie est importante, pour savoir de quoi il s'agit. C'est une mission que vos maîtres vous avaient confiée ou... Disons que quand j'ai demandé conseil à Khyentse Rinpoche, il m'a dit de traduire principalement des biographies. C'est un peu ce que j'ai fait, des enseignements fondamentaux sur les pratiques préliminaires. Donc il m'a donné quelques conseils.
et notamment de la vie de Chapkar. Il m'a dit que c'est une des plus belles biographies de toute la littérature du Tibet. Donc c'est ça qui m'a encouragé. Quand j'ai découvert, j'ai tout de suite vu, effectivement, c'était incroyablement inspirant. Et on se dit, il faut que ça soit disponible, il faut que ça soit accessible à d'autres personnes que les Tibétains qui peuvent les lire. Votre action ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, vous êtes très engagé, enfin aujourd'hui, depuis 20 ans, très engagé pour la cause humanitaire. Vous avez contribué à créer une association, Karuna Setchen, qui œuvre auprès des Népalais, des Indiens, des Bhoutanais. Oui, alors au début, si vous voulez, moi, j'avais aucun moyen. Je vivais avec l'équivalent de 50 € par mois pendant 25 ans. Je voyais bien la situation, mais je ne pouvais rien faire. Je n'avais pas de nouvelles, pas de radio, pas de journaux, donc je ne savais pas trop ce qui se passait. Puis brusquement, j'ai fait ce livre avec mon père, le moine et philosophe, mon père Jean-François Revel. Et puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de moyens qui allaient arriver dans mes mains et j'en ai pas besoin. Donc j'ai tout de suite dit arrêtons, arrêtons. Donc on a fait des contrats de sorte que ce soit d'abord la Fondation de France qui reçoive mes droits d'auteur. Et puis après, on a créé Karuna Setchen, une organisation humanitaire. Et depuis, 100% de tous mes revenus, les livres, les conférences, les photos, ça va à cela. Donc on a commencé très petit, grâce à quelques mécènes et mes droits d'auteur au Tibet. On a construit une école, une clinique, puis une au Népal, une en Inde. Et petit à petit, ça a fait boule de neige. Et aujourd'hui, nous avons réalisé des dizaines et des dizaines de projets dans le monde de la santé, de l'éducation, principalement l'autonomisation des femmes, par exemple apprendre à lire et à écrire à des femmes adultes, et puis donc les services sociaux. Et je suis très heureux d'avoir pu être un peu l'inspiration avec Sechén Ramjam Rinpoche, le petit-fils de Khyentse Rinpoche. Nous avons cofondé ça, Karuna Setchen. Aujourd'hui, j'ai un peu pris ma retraite, j'ai passé la main à une merveilleuse équipe, et j'espère que ces beaux projets continueront à aider les plus démunis pendant longtemps encore. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui, Mathieu Ricard? Alors, c'est vrai qu'à 75 ans, après avoir beaucoup bougé depuis le moine des philosophes, j'ai très envie de retourner à ma vocation première, la raison pour laquelle je suis allé en Inde en 1967, qui était de poursuivre mon chemin spirituel. Et j'ai encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Donc, je voudrais essayer de consacrer les jours, les mois ou les quelques années qui me restent à vivre à approfondir cette pratique spirituelle, si possible. Et pourquoi vous vous qualifiez de moine errant? Alors oui, on m'a dit, non, mais tu n'es pas un moine errant, tu sais très bien où tu vas. Mais si vous voulez, en fait, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de terrain, j'ai vécu 10 ans au Bhoutan, j'ai été 20 fois au Tibet, je vis au Népal, si je ne peux plus y être, je serai ailleurs. Je suis très bien partout, je suis bien accueilli, c'est vrai, je ne suis pas perdu, mais voilà, je n'ai pas d'attache particulière. On dit que c'est un idéal d'un pratiquant. Quand il se lève, il ne laisse que la trace de ses pas. Et puis il y a l'image du chevalier errant, en toute humilité, qui essaie de rendre un peu service à droite à gauche. Donc je fais de mon mieux pour être au service des autres, à ma modeste façon. Merci beaucoup, Mathieu Ricard, d'avoir été notre invité et de nous avoir révélé les nombreux aspects de votre vie. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture en rapport, bien sûr, avec la vie de Mathieu Ricard. Tout d'abord, Carnet d'un moine errant chez Alary Éditions. C'est donc le dernier livre de notre invité qui raconte tout son itinéraire spirituel et géographique entre la France et l'Himalaya, avec ses rencontres déterminantes et ses choix, ses retraites et ses actions. Un témoignage précieux où l'on découvre pourquoi Mathieu Ricard se définit comme un moine errant. Le vagabond de l'éveil, la vie et les enseignements de Patrul Rinpoche, Padmakara Édition. Nous découvrons ici qui fut l'un des maîtres spirituels les plus révérés de l'histoire du Tibet, qui au XIXe siècle mena la vie simple d'un pratiquant itinérant. C'était un érudit exceptionnel qui rédigea de grands ouvrages fondamentaux. Et puis Chapkar, autobiographie d'un yogi tibétain, traduit par Mathieu Ricard et Caris Busquet chez Padmakara Édition. C'est sans doute la biographie la plus célèbre au Tibet après celle de Milarepa, la vie d'errance et le cheminement spirituel d'un ermite qui atteint la réalisation il y a 200 ans. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir durant un mois en replay sur francetv.fr. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. À bientôt.